Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. On aura beau dire, beau faire, on ne changera ni les hommes, ni leur hypocrisie, ni leur fausse profession de foi humanitaire, ni leur propension à ne dénoncer que ce qui les dérange et à étouffer ce qui ne rentre pas dans leurs petits et grands calculs. En ce siècle de violence et de folie furieuse, en ce siècle qui se distingue par une islamophobie déchaînée, débridée, qui ne craint plus de s'afficher sur tous les supports, de se décliner à tous les tons de la communication, partout, aux quatre coins du monde, au même moment où ces musulmans sont stipendiés, exécrés, cloués au pilori de l'infamie. Des musulmans sont massacrés au même moment, en gros et au détail, avec plus de cruauté que s'ils étaient du vulgaire bétail. En Palestine, en Tchétchénie, en Irak, au Nigeria, en Syrie, en Birmanie, mais aussi dans des pays où des guerres civiles ont fait ravage, ou comme dans le cas de l'Algérie, des carnages à huis clos ont fait couler des fleuves de sang et de larmes. Dans tous ces pays, et d'autres encore, des musulmans ont été tués par centaines de milliers, torturés, leurs femmes violées, leurs familles dispersées, leurs biens saccagés dans le silence assourdissant des médias occidentaux. Et nous, qui sommes de ces pays ou qui en venons, nous semblons ne rien avoir compris et malgré cette indifférence de l'Occident pour nos malheurs, voire même souvent son implication directe dans la manipulation de ces carnages, nous continuons benoîtement à bêler une bien timide protestation, à miauler comme de l'irritation, de l'agacement, juste pour la forme, en s'étirant. Et on se surprend à se demander, où est l'ONU? Où sont les casques bleus? Où sont tous ces chefs d'État si prompts d'habitude à brandir la menace du terrorisme pour envahir nos pays? Où sont les sacro-saintes valeurs occidentales des droits de l'homme? Où se tairent ces intellectuels occidentaux? Que font tous ceux qui se targuent de faire partie de l'axe du bien contre celui du mal, ceux qui font semblant de regarder ailleurs quand les musulmans sont hachés menus, ceux-là même qui font feu de tout bois quand d'autres que les musulmans sont victimes d'un terrorisme dont les tenants et les aboutissants ne sont ni aussi tranchés qu'ils le disent, ni indemnes de manipulation, comme c'est systématiquement le cas dans ces sombres affaires. En Birmanie, dans ce pays à majorité bouddhiste, une religion censée être la plus pacifique et la plus placide qui soit, la minorité musulmane est l'objet d'un génocide qui ne dit pas son nom. Ils sont passés à la moulinette depuis des décennies. Des massacres sont commis contre ces malheureux Rohingyas, y compris par les moines bouddhistes qui fracassent des bébés contre les murs, qui brûlent vifs des hommes et des femmes, qui incendient leurs maisons et les contraignent à l'exil. Un boat people est né de ces monstrueuses exactions dont aucun pays voisin ne veut. Des milliers de ces malheureux ont embarqué sur des rafiots, des bateaux cercueils et se sont jetés dans la mer d'Andaman, allant de rivage en rivage, de pays en pays, rejetés par tous. D'autres, qui refusent de quitter leur terre, continuent de subir l'indicible, dans ce silence abyssal de tous ceux qui passent pour être des chantres de la paix, comme la célèbre birmane Aung San Suu Kyi, chantre de l'opposition non violente à la dictature militaire de son pays, et néanmoins lauréate du prix Nobel de la paix en 1991. Cette dame, qui était devenue une sorte d'icône pour les opinions publiques occidentales, pour sa détermination et son combat contre la junte de son pays, a détourné le regard et a superbement ignoré le martyre de ceux qu'elle ne considère même pas comme ses compatriotes, puisque la junte les avait déchus de leur nationalité birmane en 1982. Aung San Suu Kyi se tait comme si elle approuvait les crimes de masse que commettent ces coreligionnaires bouddhistes contre les musulmans Rohingyas. C'est le cas aussi du Dalai Lama, la plus haute autorité religieuse bouddhiste du monde,
qui n'a condamné l'épuration ethnique et religieuse que du bout des lèvres. Il s'est contenté d'émettre de bien timides protestations protocolaires et de demander à Aung Suu Kyi, je le cite, d'user de son influence pour parvenir à une solution pacifique. Fin de citation. Ce sont là ses propres mots, comme s'il parlait de deux parties belligérantes, alors qu'il est question d'un génocide commis contre une minorité musulmane par des milices bouddhistes fanatisées, chopées à blanc par Ashin Wiratu, chef extrémiste de l'ethnie bouddhiste Rakhine, que le magazine Le Times a qualifié de Hitler de Birmanie. Le voici. Regardez-le bien. Cet homme est responsable de la mort de milliers de Birmans musulmans, hommes, femmes, enfants, du saccage et de la destruction de dizaines de milliers de foyers, réduits en cendres, du bannissement de milliers d'autres. Et il n'est pas seul. Il est épaulé par l'institution censée défendre les victimes. L'armée birmane, dont les soldats se livrent à des viols systématiques, à des violences en tout genre. Aujourd'hui, les massacres continuent. Plus de 100 000 Rohingyas qui ont tout perdu sont parqués dans des camps qui sont autant de prisons, aux conditions très dures. De très nombreux autres sont quotidiennement persécutés par les milices Rakhine, mais aussi par les policiers et les militaires qui leur font subir les pires atrocités. Les Rohingyas qui ont perdu leur maison errent comme des âmes en peine. Leurs enfants sont tués sous leurs yeux parfois. Les médias birmans, plutôt que de dénoncer le sort affreux qui leur est réservé, se comportent comme Radio 1000 collines du Rwanda et vont jusqu'à justifier ces atrocités. Le pire est que les musulmans birmans ne sont plus considérés comme des êtres humains, mais comme des animaux impurs, publiquement, de façon ouverte. Ils n'ont droit à rien, pas à la moindre petite aide. Leurs enfants sont privés d'école et cette situation dure depuis des décennies, particulièrement dans une région, l'Arakan, synonyme pour eux d'enfer. Après avoir été donc déchus de leur nationalité birmane de façon massive et indistincte, ils ont été privés de tous leurs droits humains. Le moine Ashin Wiratu, dont on vous a montré l'image, à la tête de ces milices dénommées 969, revendique ouvertement la mission de nettoyer la Birmanie et d'épurer l'environnement bouddhiste. Pendant ce temps, pendant que le monde se voile la face et se bouche les oreilles, les autres musulmans du monde s'abîment en vaines spéculations sur de bien vaines formalités. Aujourd'hui, Oumma. Le massacre des musulmans de Birmanie par Ramzi Beroud. Algérie Confluence, une reprise d'Africasie. Birmanie, silence, on persécute les Rohingyas. L'hebdo. Rohingyas, le génocide programmé par Anna Lieti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Devers, maître Gilles Devers, avocat à Lyon et néanmoins militant de grande cause. Saleh Abdeshakour, directeur du Centre d'information Rohingya de Birmanie. Il interviendra en langue arabe, il ne maîtrise pas la langue française. Nordin Al-Raïs, président du collectif HALT au massacre ethnique birman à Paris. Saleh Debbouz, avocat, président du bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme à Alger. Saleh Abdeshakour, salam alaikum Sidi Saleh Abdeshakour. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. أنت رئيس مركز الإعلامي روهينجيا. أولا شكرا لك أستاذ لقبولك للدعوة. أهلا حياكم الله وجزاكم حياك الله خير. هل يمكن لكم أن تفيدنا بآخر المعلومات عن الأوضاع في بورما؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقلية الروهينجيا في بورما تعتبر صنفتها الأمم المتحدة بأنها الأقلية الأشد اضطهادا في العالم.
صور الاضطهاد التي تمارس الآن ضد مسلمي الروهينجيا هي فوق الخيال وفوق الوصف. أنا سمعت بنفسي من أفواه اللاجئين الذين قابلتهم في إندونيسيا صور من الانتهاكات وأشكال من الظلم والقهر والاضطهاد ربما لا يوجد في أي مكان في العالم. في الروهينجيا البوذيون يمارسون القتل العمد مباشرة. أي بوذي بإمكانه في أراكان أن يقتل أي روهنجي دون أن يستطيع هذا الروهنجي أن يرفع أي قضية أو مطالبة، لأنه منزوع من الجنسية أساسا، وهو مصنف في البلاد على أنه دخيل ودون هوية. وهذه خطة سياسية تمارسها حكومة ميانمار، بأنها قامت عام 1982 بسحب المواطنة من أقلية الروهينجيا حتى تستطيع أن تمارس كل هذه الأشكال من الاضطهادات. أيضا هنالك آلاف من المساجد الآن الإسلامية العتيقة، والتي يعني يصل عمر بعض هذه المساجد لأكثر من 300 عام، الآن كلها أغلقت ومجموعة كبيرة منها أحرقت بالكامل. المسلمون لا يستطيعون التجمع لأداء الصلوات. المسلم لا يستطيع أن يحمل هاتف نقال. حدثني أحد اللاجئين أنه حكم عليه بالسجن 7 سنوات لأن القوات الميانمارية وجدوا في حوزته بطارية جوال، وقالوا له أنت تنقل أخبارنا إلى العالم. نعم، هنالك اعتقالات تعسفية بشكل مستمر، وخاصة للعلماء وطلبة العلم وحفظة القرآن الكريم وأئمة المساجد. هنالك حالات كثيرة من المداهمات للمنازل ويتم فيها اغتصاب النساء المسلمات في البيوت. حقيقة هذا هو الوضع القائم الآن في أراكان، وهو ما دفع كثير من أقلية الروهينجيا آلاف منهم خلال السنوات الماضية إلى الفرار لإنقاذ أرواحهم عبر البحار وعبر القوارب المتهالكة في المحيط الهندي. وحتى حصلت قضايا كبرى كقضايا المقابر الجماعية التي عثرت عليها السلطات في ماليزيا وتايلاند، وأخذ تجار البشر الآن يلعبون بهذا الشعب. كل ذلك بسبب ما تمارسه الحكومة الميانمارية في ميانمار من ظلم ومنع من كل الحقوق الإنسانية والآدمية لهذه الأقلية. هذا هو الوضع سيدي في أراكان، وهو وضع الآن في رمضان المسلمون في العالم يؤدون الصيام، وهنالك حملة اعتقالات اليوم. بالمناسبة أستاذ صالح عبد الشكور، أين المسلمين أين مسلمين العالم أمام وضعية كما هذه؟ ممكن تعيد السؤال؟ لم أسمع جيدا. أين مسلمين؟ لماذا المسلمين في العالم ما كانش لهم رد فعل يعني أمام نعم، هنالك سيدي عدة أسباب لغياب المسلمين وجهود المسلمين عن هذه القضية. من أبرز هذه الأسباب أن حكومة ميانمار تمارس حقيقة سياسة تقسيم إعلامي كبير. فعلى سبيل المثال لا يستطيع الإعلاميون حتى الميانماريون أنفسهم الوصول إلى إقليم أراكان حيث توجد الأقلية الروهنجية ويوجد هذه الممارسات من الاضطهاد. إضافة إلى ذلك حكومة ميانمار تمنع حتى قوافل المساعدات أن تصل إلى النازحين في إقليم أراكان، والذين وصل تعدادهم أكثر من 160 ألف نازح. يعني وضعتهم حكومة ميانمار في ساحل سيتوي أكياب، وضعتهم في مخيم ومنعت عنهم العمل والخروج من هذا المخيم، وهم يعيشون ظروف قاسية وصعبة جدا للغاية. وكالات أنباء قليلة استطاعت الوصول وإجراء مقابلات صحفية. فكل هذا أدى حقيقة إلى نسيان المسلمين لهذه القضية وغيابهم عنها، وأيضا بالتالي نسي المسلمون إلا من رحم الله هذه القضية. أستاذ صالح، حسب رأيكم أستاذ، ما هي الحلول الممكنة لخروج من هذه الأزمة الإنسانية؟ نعم، الحلول كثيرة حقيقة. من أبرز الحلول ألا وهي الحلول السياسية، وذلك أن يعني دول العالم يجب عليها أن يعني تتحمل مسؤوليتها وتمارس الضغط على حكومة ميانمار لكي تمنع
يعني تمنع البوذيين المتطرفين من كل هذه الممارسات. وهي الحكومة أيضا يجب عليها أن توقف كل سياسات يعني الاضطهاد ضد المسلمين، وتمنحهم أيضا حقوقهم المسلوبة، وعلى رأس تلك الحقوق حتى المواطنة المنزوع منهم تعيد هذه الحقوق. إذا عادت هذه الحقوق فإن يعني الهجرات التي الآن مستمرة من إقليم أراكان ستتوقف. إضافة من الحلول أيضا التحركات القانونية لرفع الدعاوى، يعني جرائم حرب وقتل البشرية في داخل أراكان. يجب على يعني الأحرار من القانونيين ومن المهتمين بالشأن القانون الدولي أن يحركوا ملفاتهم لدى محكمة لاهاي ولدى محكمة الجنايات. إضافة إلى ذلك يجب على كل وسائل الإعلام أن تتحرك حقيقة لتسليط الضوء على هذه القضية المنسية، وهو جرح غائر في جسد الأمة الإسلامية. يعني أقول حقيقة الشعوب أيضا لها أدوار بأن يعني تندد وتخرج في مظاهرات وترفع هذه الشعارات وتدافع عن الروهينجيا، هذا الشعب الذي سلب حقه، بل سلب حقه في العيش على هذه الأرض بسبب سياسات عنصرية يعني بغيضة تمارسها حكومة ميانمار في أراكان. أتوقع لو تضافرت الجهود وتواصلت واستيقظ الحكام جميعا ويعني دافعوا ونافعوا عن هذه القضية، فأنا أقول ستعود الحقوق بإذن الله للمسلمين الروهينجيا أستاذ صالح عبد بالأمن الشكور، والحياة الكريمة. أستاذ صالح عبد الشكور رئيس مركز الإعلام للروهينجيا، شكرا جزيلا. J'accueille à présent l'avocat maître Gilles Devers. Merci d'être avec nous, maître. Gilles Devers. Oui, oui, je suis là. Merci. Alors, nous venons d'auditionner, enfin d'écouter Monsieur Salah Abd Chokour, qui est président du Centre d'information des musulmans birmans, ou du moins birmans, on les appelle comme ça, puisqu'ils n'ont pas la nationalité, sont des apatrides, les Rohingyas. Donc, il a dressé un tableau encore plus noir que celui que j'ai fait dans mon introduction. Il parle notamment de la destruction, de la dévastation de mosquées, de crimes de masse, de bébés qu'on assassine. Je ne vous dis pas, vous êtes peut-être plus au courant que moi. Vous êtes vous-même un militant auprès des peuples, comme votre combat est connu auprès du peuple palestinien. Que pourriez-vous nous dire au sujet de ce génocide, pour l'appeler comme il devrait être? La première chose, c'est que votre émission est vraiment très salutaire parce que c'est une cause qui reste encore trop peu connue et il faut absolument en parler. Ce sont 800 000 personnes qui sont concernées et vous venez d'avoir il y a peu de temps la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, elle se tient encore ces jours-ci, et j'ai sous les yeux une résolution qui a été prise le 1er juillet 2015, donc c'est très récent, et donc le Conseil des droits de l'homme proteste, reparle de l'absence de citoyenneté, des crimes qui sont commis. Donc en fait, on a des connaissances, mais il faut approfondir avec les gens du terrain pour dire exactement ce qui se passe, dire ce que c'est que cette violence, et souligner que c'est vraiment une violence qui est créée par l'État, parce que la loi de 1982 retire la nationalité à 1 million de personnes. C'est quelque chose, oublié, qui est vraiment créé pour faire du mal, et ensuite s'enclenche tout ce système en demandant aux gens de prouver leur nationalité. Donc la première chose, c'est certainement d'en parler, de montrer la violence de ce qui se passe, et le sort absolument terrible de ces personnes. On a beaucoup de témoignages, effectivement, je crois que vous avez des interlocuteurs qui sont en lien direct avec ce qui sur le terrain, mais cela heurte les droits fondamentaux les plus essentiels, et je pense qu'un ensemble maintenant doivent être conduits tant vis-à-vis de l'ONU que de l'Union européenne pour ce qui me concerne. En tout cas, je pratique un peu ce droit de l'Union européenne, je pense qu'il faut maintenant agir sur ce terrain. Quelle solution, Maître Gilles Devers, pour cette minorité devenue apatride dans son propre pays, juste parce qu'elle est musulmane, qui n'a pas d'autre solution, qui est rejetée par tous les autres Birmans, ou même les grands noms comme Aung San Suu, je m'excuse, je ne sais pas prononcer son nom, le prix Nobel de la paix, qui détourne le regard de ce qu'on leur fait subir, du Dalai Lama, la plus haute autorité bouddhiste, qui
à peine condamnés du bout des lèvres. Quelle solution pour ce peuple, pour cette minorité dont personne ne veut? Ce qui est déjà sûr, c'est qu'il faut se détourner de ces prix Nobel de la paix qui montrent à l'usage qu'ils sont simplement le prix Nobel du maintien d'un ordre occidental. C'est absolument flagrant. Donc les moyens d'agir sont compliqués. Les moyens d'agir sont effectivement complexes, vu que si je prends de manière simple, le plus simple, la première chose serait de pouvoir agir en droit interne, ce qui est absolument possible, vu qu'on ne leur reconnaît même pas la citoyenneté et que pour un bon nombre de personnes, ils n'ont plus de nationalité. Il faut qu'ils prouvent qu'ils étaient là il y a 200 ans, par leur famille, bon. Donc le droit interne n'offre aucune solution juridique. Ensuite, est-ce qu'il y a un système local, comme on a par exemple l'Union européenne ou une organisation interaméricaine des droits de l'homme? Il n'y a pas. Donc c'est aussi un élément de difficulté. Donc on trouve deux interlocuteurs qui sont l'ONU et qui sont, je pense, l'Europe, où il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites, parce que la Birmanie est un trésor pour les grandes entreprises européennes. Il y a beaucoup de ressources, de gaz, de pétrole, mais également de bois, de minerais, et il y a des très grandes entreprises qui vont. Alors, il y avait jusqu'en avril 2002 un embargo qui avait été prononcé du fait d'atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire, on peut commercer avec des pays qui ont des pratiques discutables, mais quand l'organisation même du pays est faite pour violer les droits de l'homme, à ce moment-là, c'est plus une question de modalité, c'est un principe. Et donc, il est extrêmement choquant et anormal que l'Europe soit revenue sur son embargo de 2002. Donc, j'espère que nous... Restez avec nous. Nous allons devoir vous prendre au téléphone. L'image du Skype s'est dégradée. On ne vous voit pas très bien. Je reviens à vous dans un moment. Nous allons vous prendre au téléphone. En attendant, je reçois Saleh Debbouz, maître Saleh Debbouz, avocat, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Saleh Debbouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, maître Debbouz, que vous inspire cette tragédie, cette immense tragédie? Alors, cette tragédie prouve d'abord une chose très importante, qui est que les fondements de n'importe quel État, il faudrait que ça soit des fondements sur des principes de la démocratie et des droits de l'homme. Donc vous voyez très bien, comme l'ont dit les messieurs qui m'ont précédé, que dans déjà les textes fondamentaux de l'État de Birmanie, il y a une ségrégation. Et puis ensuite, après 1948, date de l'indépendance de la Birmanie, il était prévu, je crois qu'en 1948, l'indépendance de la Birmanie était conditionnée par, normalement, il devait y avoir des indépendances ou une sorte d'autonomie des quatre composantes de ce pays, 10 années après, chose qui n'a pas été faite. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, c'est le fait de retirer la nationalité. Donc, ce sont une grande partie des musulmans de la Birmanie qui déjà ne bénéficient pas des droits de citoyenneté, sont maintenant privés même de leur nationalité par des textes. Alors donc, si vous avez au départ des fondements de l'État qui sont construits sur l'exclusion et sur la ségrégation et la pratique, si vous voulez, la pratique du pouvoir à la base de raciale, parce que là c'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai bien compris, en Birmanie, ce sont les bouddhistes qui ont tous les... Oui, justement, à cet effet, maître Saleh Debbouz, je voulais vous poser une question. Le chef de ces milices, dites les milices 969, composées de moines, de bonzes, ouais. Ce chef a été qualifié par le journal Le Times, après une enquête très sérieuse, de Hitler de Birmanie, parce qu'il est à la tête de toutes les exactions. C'est quasiment l'auteur de tous les crimes qui se commettent en ce moment contre cette minorité. Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas engagé de poursuite contre cet individu? Justement, maintenant, nous avons un système international, je crois, qui nécessite
un peu de réorganisation, parce que tout le monde sait que les relations internationales sont basées beaucoup plus sur les intérêts, et surtout les intérêts économiques, que sur les principes, et notamment les principes des droits de l'homme et les principes de démocratie et de liberté et de justice. Donc, vous pouvez entendre de très beaux discours, surtout des puissances économiques et militaires, mais dans la pratique, ce sont les intérêts économiques d'abord et les intérêts géopolitiques et stratégiques qui priment. Et c'est pour cette raison-là qu'on peut trouver des cas comme celui-là qui constituent vraiment un scandale par rapport à la conscience humaine universelle. C'est-à-dire maintenant, avec les moyens de communication, on a l'impression que la communauté internationale, surtout je parle des puissances, si vous voulez, économiques et militaires, ils manipulent même l'information, ils augmentent le volume quand ça les intéresse pour des questions géostratégiques et économiques, et ils baissent le volume et ils éteignent la lumière, si vous voulez, en quelque sorte, ils ferment les yeux sur des dépassements très très graves. Restez avec nous, Salah Debbouze. J'accueille à présent Mireille Boisson. Elle est responsable d'Amnesty International Paris. Merci d'être avec nous, Madame Boisson. Bonsoir. Madame Boisson, oui. Merci d'être oui. avec nous. Oui, merci à vous. Alors, votre sentiment au sujet de ce que subissent ces musulmans de Birmanie, je ne dis pas ces musulmans birmans puisqu'ils ont été déchus de leur nationalité birmane en 1982. Et oui, quand il y a eu la loi sur la citoyenneté en Birmanie, et je pense que la grave erreur qu'a fait l'ONU et l'opinion internationale, ça a été de ne pas réagir très fortement au moment où les Rohingyas ont été privés de leur nationalité, parce qu'aucun État n'a le droit de rendre ses citoyens apatrides. Probablement, la situation était trop méconnue à l'époque, on s'en est pas inquiété, et malheureusement, même l'ONU a laissé faire. Et maintenant, la situation est absolument dramatique. Mais est-ce qu'il est trop tard pour pour qu'ils puissent recouvrer leur droit à la citoyenneté? Est-ce que l'ONU ne peut rien faire en l'occurrence? L'ONU, elle peut toujours passer des belles résolutions. La France, à l'ONU, agit aussi dans ce sens-là. Mais quand le mal est fait, on a beaucoup plus de mal à repartir en arrière. Oui. Je veux dire aussi que ça met ces gens dans une situation extrêmement difficile parce que il y en a quelques-uns en France de Rohingyas qui demandent l'asile et quand ils l'ont pas forcément d'ailleurs, mais pour raison d'apatridie, mais on ne peut pas les renvoyer dans leur pays, même si on voulait, parce que l'ambassade de Birmanie à Paris, l'ambassade du Myanmar, ne les reconnaît pas comme ses propres citoyens, donc ils sont coincés dans une très sale situation. D'une part, ils n'ont pas forcément l'asile en France, et d'autre part, ils sont pas renvoyables. Donc, ils tombent dans une espèce de zone grise de sans-papiers. Et puis, il y a tous ceux qui fuient, et qui fuient vers la Thaïlande, et qui sont victimes, des fois des gens de leur propre pays, des fois des Thaïs, des fois des Malais, qui les réduisent en esclavage. Et ils sont vendus comme des esclaves pour les bateaux de pêche thaïlandais. Ils sont vendus pour travailler dans les plantations d'EVA dans des conditions abominables. Et je dois dire que fin novembre, j'étais moi-même au Bangladesh, à Cox's Bazar, où j'ai vu ce quartier où il y a des Birmans qui vivent dans un état absolument lamentable, en attendant d'embarquer vers la Thaïlande ou vers la Malaisie, où ils ne savent pas toujours bien ce qui les attend et qui risque d'être encore pire que ce qu'il y a chez eux. Mais en Birmanie, moi j'ai été stupéfait de découvrir ça. Les autres Birmans, même les gens sympas, les considèrent comme des sous-hommes et même impurs, en deçà des animaux. J'irai pas jusque-là, mais je me souviens d'un ambassadeur de Birmanie à Singapour et qui avait dit « Mais regardez-les, les Rohingyas, c'est pas des Birmans, ils ressemblent à des singes ». Et franchement, pour un ambassadeur, c'était pas diplomatique, hein. Mais c'est vrai qu'Aung San Suu Kyi, par exemple, est d'un
d'un silence assourdissant sur cette question. Oui, mais le Dalai Lama non plus n'a pas protesté assez énergiquement, disons. Certainement, mais oui, mais c'est vraiment ce moine là, Uwiratu, qui a l'air de mener qui est à la tête de tous les incidents qui impliquent des Rohingyas, quoi. Et ça part toujours sur des questions ou d'argent ou des questions sexuelles, un prétendu viol par un musulman Rohingya sur une bouddhiste, et là tout s'enflamme, les gens ne vérifient pas, les réseaux sociaux, les téléphones portables répandent les nouvelles très très vite sans aucune vérification. C'est aussi peut-être une des conséquences d'un pays qui n'a pas été habitué à réfléchir parce que tout était censuré. Maintenant que les choses sont moins censurées, les gens ne prennent pas la peine d'analyser l'information avec un œil ou une oreille critique, et ils partent. Du moment qu'on leur dit c'est contre les Rohingyas, on a tellement l'habitude d'avoir cette minorité discriminée, victime de discrimination, réprimée, qu'on ne réfléchit pas. Et puis, de temps en temps, la police intervient pour protéger les Rohingyas, et puis trop souvent, elle tourne le dos sans assurer la protection des citoyens du pays. Restez avec nous, Mireille Boisson. J'accueille à présent Nordin Raïs, président du collectif Halte au massacre ethnique birman, Hameb, à Paris. Merci d'être avec nous, Nordin Raïs. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, j'imagine que vous devez avoir pas mal d'informations sur cette situation. Effectivement, nous, on est en contact régulier avec les Rohingyas depuis déjà 4 ans, depuis 2012. Nous nous rendons actuellement et depuis donc 4 ans directement soit dans les camps d'Arakan. Alors c'est toujours difficile de rentrer effectivement, mais on arrive toujours à contourner un petit peu les barrières administratives et militaires, je dirais, pour accéder à ces camps. On intervient également dans les camps de réfugiés en Bangladesh et récemment en Malaisie, où il y a plusieurs milliers de réfugiés Rohingyas. Oui. Ce que je dirais, en fait, avant d'entrer... Allô ? Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Pour expliquer un petit peu, parce qu'il faut bien comprendre d'où part le problème des Rohingyas, parce qu'on a beau parler de ces conséquences, mais il faut voir d'où ça part. Si il y a des éléments qu'on peut retenir dans cette affaire, c'est que le problème des Rohingyas ne date pas de 4 ans, de 5 ans. Il est bien plus loin que cela. Oui. Il a commencé bien évidemment dans les années 70 suite au coup d'État de général Lewing, et s'ensuit ensuite des mesures de propagande anti-musulmane. Donc il y a une manœuvre politique très claire d'isoler une minorité qui apparaît très faible. Donc c'est ce genre de minorité qui leur paraît un peu plus faible aux yeux de la junte birmane. Donc pourquoi faible? Parce que d'abord, les Rohingyas sont les plus pauvres du pays et ils cohabitent avec les Arakanais, avec les Rakhines dans l'état d'Arakan. C'est un État qui est dépourvu de toute source économique et du coup, il se trouve qu'ils sont musulmans. Ils sont là depuis plus de 10 siècles. Et le souci, c'est que manque de chance, ils ne ressemblent pas à la typologie physionomique de la majorité des Birmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Rohingya est tout à fait reconnaissable. Il est beaucoup plus mat de peau. Il ressemble plus à du Bangladesh, du fait que les mouvements d'immigration qui se sont passés dans cette région du monde. Et donc, du coup, on les isole. Non seulement ils sont victimes de problèmes racistes, d'un racisme ordinaire. On les appelle d'ailleurs les collards, qui voudrait dire les peaux noires, c'est un terme péjoratif. Mais aussi, on assiste là à un vrai climat d'islamophobie, donc plus profonde. Donc c'est vraiment pour rejeter cette population et de les pointer des doigts afin de mettre le doigt sur cette minorité et de dire voilà le problème de la Birmanie. Si aujourd'hui il y a des problèmes, il y a un manque de travail, il y a un chômage, il y a une insécurité, etc., ça va être à cause de cette minorité qui présente un danger. Et donc on surfe ensuite sur une propagande anti-islamique
depuis le plusieurs années. le moine dont je n'ai pas retenu le nom, qui est à la tête des milices 969, parle Exactement. de nettoyer la Birmanie. C'est tout à fait l'idée. En fait, si vous voulez, il y a une alliance très claire entre le politique d'un côté, mené par la Junte birmane, mais aussi du religieux, mené donc par un certain nombre d'extrémistes, dont le plus célèbre est celui dont vous avez parlé tout à l'heure, Hashim Wiratu. Hashim Wiratu, il faut savoir qu'il a été emprisonné pendant plusieurs années, et on l'a lâché il y a pas très longtemps. On lui a donné carte blanche, donc quand je dis on, je parle bien de la Junte birmane, on lui a donné la carte blanche pour propager des discours de haine un peu partout dans le pays et donc pointer du doigt et de parler de propager des discours mais ahurissants. On a déjà publié sur notre site internet, sur notre page Facebook, un certain nombre de vidéos qui attestent ce genre de discours. Et le plus étonnant, c'est que les autorités n'interviennent pas. On voit bien par là qu'il y a une bénédiction de l'État qui est très claire, très flagrante, auprès de ce genre de personnes. Et donc du coup, il faut savoir aussi que dans cet État en Birmanie, les moines sont très respectés. Il y a même des lois qui vous interdisent de pousser ou de pousser ne serait-ce qu'un moine. Vous allez en prison. Donc il y a une surprotection de ces moines-là qui est assez dont jouit cette autorité religieuse. Malheureusement. Mais ce qui est triste, c'est que le bouddhisme, on connaît très bien ce que c'est le bouddhisme. C'est une religion de paix et d'amour, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Birmanie. C'est-à-dire que le bouddhisme birman est tout à fait différent de ce qu'on peut trouver dans les autres pays. Il faut bien clarifier, il faut bien souligner ce genre de remarques, parce qu'on a souvent entendu dire un certain nombre de bouddhistes qui venir nous dire non, le bouddhisme n'est pas du tout, n'appelle pas le meurtre, n'appelle pas le génocide. Et ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on remarque que le bouddhisme birman est une exception. Et là, on a une preuve que l'extrémisme existe aussi bien dans le bouddhisme Mais que dans les autres religions. pourquoi, dans ce cas, la grande autorité morale du bouddhisme mondial, le Dalai Lama, ne s'implique-t-il pas davantage dans cette tragédie? Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, malheureusement, il n'y a pas de clergé tout à fait. Il n'y a pas de pouvoir. Oui, mais juste une implication, un engagement du Dalai Lama, je suis sûr que cela aurait provoqué une levée des boucliers, y compris en Occident. Alors, oui et non. D'abord, le Dalai Lama a fait quelques discours un peu très timides, c'est vrai, pour soutenir et pour justement arrêter ces massacres. Mais ils étaient très très peu nombreux et puis on en a vu un ou deux interventions comme ça. Mais le Dalai Lama n'est pas du tout populaire en Birmanie. Il est même accusé par certains comme un traître de vouloir soutenir les Rohingyas. Donc du coup, on lui a pas interdit l'accès, mais il y a des intimidations par-ci par-là. Il n'est pas du tout le bienvenu en Birmanie. Oui, il ne peut pas aller en Birmanie, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi ne bouge-t-il pas? Il aurait au moins mobilisé les autres bouddhistes du monde. Alors, c'est étonnant parce que nous-mêmes, on avait essayé d'interpeller le Dalai Lama via son représentant en France, Monsieur Richard, qui est un représentant de bouddhiste, et il nous a jamais répondu. Alors, il y a un silence qui est inexplicable, peut-être parce que il y a des intimidations politiques derrière, ou qu'en sais-je, mais il est très clair que ni lui ni Aung San Suu Kyi n'interviennent pour pousser et concrètement et donc imposer des vraies mesures pour cesser ces massacres-là. Aung San Suu Kyi, c'est encore plus flagrant que cela, puisqu'elle représente Merci Nordin Reiss, merci, restez avec nous jusqu'à la fin, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais faire un dernier tour de table pour permettre à nos invités de s'exprimer sur la question, peut-être de lancer un appel. Maître Gilles Devers, un dernier mot. Je pense que sur le droit, des actions peuvent être envisagées. Le statut des apatrides complique les choses, mais dans l'évolution de la jurisprudence, on peut arriver vers une notion de déni de justice. Et je pense que pour des Rohingyas présents en Europe ou Européens qui ont de la famille là-bas, on peut trouver des moyens d'agir. Il y a par ailleurs des recours qui peuvent être engagés, je pense, contre la Commission européenne.
la levée de l'embargo est une faute politique qui engage la responsabilité. Et on a également la possibilité d'exercer des plaintes quand des responsables birmans sont présents, parce que si vous parlez de l'encadrement religieux, le président Thein Sein laisse entièrement faire et ne prend absolument aucune initiative. Or, on a un régime de compétences universelles pour le traitement pour la barbarie, et donc il serait possible d'agir. Je pense que ce sont quelques pistes qui peuvent être creusées, mais le plus intéressant, c'est vraiment de jouer sur le côté apatride pour des familles de Rohingyas qui ont des contacts et qui ont de la famille sur place à partir de l'Europe. Je crois que l'on peut marquer de premières victoires judiciaires qui feraient beaucoup de bien. Merci, Maître Gilles Devers, en espérant vous revoir bientôt. Salah Debbouz, un dernier mot, un appel peut-être? Oui, dans des situations comme celle-là, il faudrait que, d'abord, moi je pense aux ONG, à toute la société civile et à la solidarité internationale. Il faudrait que tout le monde se mobilise pour, d'abord, apporter un soutien à la population birmane, surtout les musulmans de la Birmanie. Mais aussi, il faut exercer de la pression sur les pouvoirs politiques, les grandes puissances, surtout les grandes puissances, et essayer de faire fonctionner les mécanismes, comme m'a dit M. Gilbert, c'est-à-dire de déposer des plaintes, parce qu'il y a crime contre l'humanité, il y a crime si vous voulez, même crime de guerre, et c'est flagrant. Il faut à quoi servent les instances, le tribunal international, et à quoi sert l'ONU, et à quoi servent tous les réseaux diplomatiques, si ce n'est pas pour protéger une population, quelle que soit sa religion, ou quelle que soit son ethnie ou sa race. Merci, donc, merci Salah Debbouz, en espérant vous revoir bientôt. Mireille Boisson, je vous laisse conclure, il vous reste environ 3 minutes. Merci. Se prépare, je pense, des pays européens une déclaration forte pour la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Une déclaration, on a beaucoup encouragé la Birmanie, on a reconnu ses progrès, et il y a des progrès qu'on ne peut nier, par exemple sur la liberté de la presse, beaucoup moins de prisonniers politiques, même s'il y en a encore, mais une déclaration forte est en préparation sur le sort des Rohingyas et demander à la Birmanie de leur restituer leur nationalité. Est-ce que ça sera efficace? Qui ne tente rien n'a rien. Et puis maintenant, les gens sont beaucoup plus au courant de la situation de cette malheureuse minorité. Bonsoir. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Je remercie Maître Gilles Devers, avocat à Lyon, Salah Abd Shakour, directeur du Centre d'information des Rohingyas, Birmanie, Nordin Al-Raïs, président du collectif Hameb, Paris, Salah Debbouz, avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et Mireille Boisson, responsable Amnesty International, Paris. Merci beaucoup. Salam alaikum. Khawala khair. Sahaftorkum.